Le prochain orateur est M. Manon. Bonjour à tous, je m'appelle Abdoulaye Mouribari, étudiant en 3e année de thèse sous la direction de Dr Eric Guido. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des mécanismes mis en jeu par Coxella Burneti pour détourner la conversion phagosomale. Comme vous le savez, la conversion phagosomale est une succession d'événements qui aboutit à la formation d'un phagolyzosome après fusion du phagosome contenant le pathogène avec les lysosomes. Mais certains pathogènes, pour survivre et pour se multiplier dans les cellules, vont détourner cette conversion phagosomale à des niveaux très divers, comme vous pouvez le voir ici. Certains pathogènes vont utiliser des protéines sécrétées, c'est le cas de SOP-B, les ions, et puis les exo-S, et d'autres vont utiliser des molécules de surface, comme le lipophosphoglycane de leishmaniite, le lipoarabinomanane des mycobactéries. Moi, je me suis intéressé à Coxella Burneti, qui est l'agent étiologique de la fièvre crue. Coxella survit et se réplique dans les macrophages, mais cette bactérie, au laboratoire, après plusieurs passages en culture, va exprimer une variation antigénique associée avec une perte de sa virulence. Ainsi, cette forme à virulence obtenue va exprimer un LPS qui est différent du LPS exprimé par la forme virulente. La différence qui existe entre les deux types de LPS, c'est que le LPS virulent que vous voyez là à droite contient des sucres comme le L-vironose, le dihydrohydroxystreptose, qui sont absents dans le LPS avirulent qui est exprimé par la forme avirulente de la bactérie. Actuellement, le LPS est le seul facteur de virulence connu reporté pour Coxella Burneti. Là, à partir de là, on s'est posé la question de savoir quel est le rôle du LPS de Coxella Burneti dans le trafic de la membrane. Pour répondre à cette question, je dois localiser le LPS dans ce réseau complexe qui est le réseau endocytique, tout en étudiant la colocalisation des LPS après internalisation avec les différents marqueurs de ces compartiments. Tout d'abord, je me suis focalisé sur les lysosomes, c'est-à-dire j'ai étudié la colocalisation des LPS avec LAMP1, qui est à la fois marqueur des endosomes tardifs et des lysosomes, et la cathepsine D, qui est marqueur des lysosomes. Comme vous pouvez le voir ici, les LPS de Coxella Burneti, que ce soit virulent ou avirulent, colocalisent fortement avec LAMP1 et de façon progressive. Par contre, seulement le LPS avirulent qui colocalise fortement avec la cathepsine D. Donc on peut dire que le LPS virulent est localisé dans un compartiment tardif, tandis que le LPS avirulent est localisé dans les lysosomes. Et ces résultats-là, nous les avons confirmés en étudiant la colocalisation des LPS avec un autre marqueur lysosomal qui est le N-acétylglucosaminidase. Et donc là, nous avons pu montrer que le LPS virulent est localisé dans un compartiment endosomal qui est incapable de fusionner avec les lysosomes. Et ensuite, nous avons montré que le défaut de localisation du LPS virulent dans les lysosomes n'est pas dû à une séquestration du LPS dans les autophagosomes, ni dans l'appareil de Golgi, ni dans le réticulum endoplasmique. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le trafic du LPS semble être similaire au trafic de la bactérie. Après les lysosomes, je me suis intéressé aux compartiments se trouvant en amont des lysosomes, c'est-à-dire les endosomes tardifs et les endosomes précoces. Tout particulièrement, je me suis intéressé aux protéines RAB, c'est-à-dire RAB5 et RAB7. Comme vous le savez, ces protéines-là jouent un rôle important dans la conversion endolysosomale, c'est-à-dire dans le passage des endosomes précoces vers tardifs via le RAB5 et des tardifs vers les lysosomes via le RAB7. Donc on s'est demandé, est-ce qu'un défaut du recrutement de ces protéines RAB-là, vu leur importance, ne pourrait pas expliquer le défaut de la localisation du LPS virulent dans les lysosomes? Donc pour répondre à cette question, j'ai étudié la colocalisation des LPS avec ces deux molécules RAB. Donc comme vous pouvez le voir ici, les LPS, le RAB5, le RAB7, le RAB5 plutôt,
il n'y a pas en fait de défaut de recrutement de RAP5 sur les compartiments contenant le LPS, les LPS, que ça soit virulent ou avirulent. Par contre, à droite, on voit bien qu'on a un défaut de recrutement de RAP7 sur les compartiments contenant le LPS virulent. Donc nous avons pu révéler un profond défaut dans le recrutement de RAP7 dans les compartiments contenant le LPS virulent. Donc ensuite, on a voulu savoir quel est le mécanisme qui a été mis en jeu. Donc comme vous le saviez, il est clairement établi que le signal des MAP kinases en réponse au LPS contrôle la conversion phagosomale. Donc moi, je me suis tout d'abord intéressé à l'activation des MAP kinases par les LPS de coxylatornétine. Donc comme vous pouvez le voir ici, ERK et JANK, donc il n'y a pas de différence d'activation pour le LPS virulent et le LPS avirulent. Par contre, il y a une différence au niveau de P38, puisque seulement le LPS avirulent active le P38. Et des résultats similaires ont été obtenus en utilisant aussi les bactéries. À partir de là, on a voulu savoir quelle est l'implication de l'activité de P38 dans la conversion endolysosomale. Donc pour cela, nous avons utilisé des cellules dans lesquelles nous avons activé en permanence le P38 et nous avons regardé le trafic du LPS. Comme vous pouvez le voir ici à droite, le LPS virulent, normalement à gauche, ne se localise pas dans les lysosomes. Donc là, on arrive à restaurer la localisation du LPS virulent dans les lysosomes. Et des résultats similaires ont également été obtenus avec la bactérie. Donc on peut dire que le P38 est un déterminant clé de l'ordre de la virulence de coxylatornétine. Ensuite, nous avons fait l'inverse, c'est-à-dire nous avons pris des cellules dans lesquelles on a éteint le P38 et nous avons regardé la localisation du LPS, cette fois-ci avirulent, dans les lysosomes. Normalement, il est localisé dans les lysosomes, mais lorsqu'on éteint le P38, on voit ici en bas, à gauche en bas, que le LPS avirulent ne se localise plus dans les lysosomes. Et des résultats similaires ont été obtenus en utilisant des cellules qui ont été traitées avec l'inhibiteur de P38. Donc, vu l'importance de P38 dans la conversion endosomale, nous avons voulu déterminer le mécanisme par lequel cette kinase-là contrôle la conversion endosomale. Donc, dans un premier temps, nous nous sommes intéressés de savoir quel lien existe-t-il entre le non-recrutement de RAP7 sur les compartiments contenant le LPS virulent et la non-activation de P38. Donc, pour cela, nous avons utilisé dans un premier temps des cellules RAP7 wild-type et RAP7 dominant positif et nous avons regardé la localisation du LPS virulent dans les lysosomes. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas d'effet sur la localisation du LPS, c'est-à-dire ce LPS virulent reste toujours dans des compartiments tardifs qui sont incapables de fusionner avec les lysosomes. Donc, ce qui veut dire que le RAP7 à lui seul n'est pas capable, à lui seul n'est pas suffisant pour entraîner la conversion endo-lysosomale. Par contre, lorsque nous avons exprimé en permanence le P38 dans des cellules, comme vous pouvez le voir ici, non seulement on arrive à recruter le RAP7 sur les compartiments contenant le LPS virulent, mais également on restaure la localisation de ce LPS-là dans les lysosomes. À partir de là, nous avons émis l'hypothèse que le P38 pourrait agir sur un régulateur de RAP7. Dans la littérature, comme vous le savez, le RAP7, chez la levure, dont son orthologue est le YPT7, qui est un orthologue de RAP7. Le RAP7 est recruté en fait par le VPS41, qui est une sous-unité du complexe OPS. Donc ce complexe OPS non seulement recrute le RAP7, mais également il l'active. Et l'ensemble est indispensable pour la fusion entre les endosomes tardifs avec les lysosomes. Donc, dans un premier temps, je me suis intéressé à l'activation de VPS41
par les LPS de coxylaburlétine. Comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de différence sur la phosphorylation thréonine de VPS 41. Par contre, le LPS virulent ne phosphoryle pas le motif sérine du VPS 41. Et par immunofluorescence, nous avons montré que le LPS virulent ne colocalise pas avec le VPS 41, contrairement au LPS avirulent. Mais lorsque nous avons activé en permanence le P38, on arrive à restaurer la colocalisation du LPS virulent avec le VPS 41. Mais bon, ces résultats-là ne sont pas suffisants ces résultats-là ne nous permettent pas de dire si le P38 agit directement ou indirectement sur le VPS 41. Donc pour répondre à cela, nous avons fait un essai in vitro, c'est-à-dire nous avons pris le VPS 41 et nous avons incubé le VPS 41 avec le P38 activé en présence et en absence de l'ATP. Comme vous pouvez le voir ici, on voit un shift qui apparaît ici. Donc, on peut dire que le VPS 41 a été phosphorylé. Et en bas, nous avons montré que la phosphorylation sérine a été également mise en jeu. Donc, le VPS 41 est une cible de P38. Donc, l'ensemble de nos résultats ont montré que le LPS de coxylaburlétine pathogénique évite la stimulation de la phosphorylation de P38, d'une part, aussi la phosphorylation de VPS 41 du complexe OPS et le recrutement de RAP7 pour échapper au trafic vers les phagolysosomes dégradatifs. Merci pour votre attention. Donc, normalement, en fait, les LPS, ils se fixent sur les TLR4. Donc, à partir de là, donc, nous, en fait, on a commencé, en fait, parce qu'on va remonter la voie de signalisation, mais on a commencé en bas, en fait, c'est-à-dire du P38, et après, maintenant, on remonte. Peut-être même si ce n'est pas avec moi, peut-être avec un autre étudiant, on arrivera jusqu'au récepteur TLR. Donc, pour l'instant, on est un peu gros. C'est votre dernière année de thèse? Oui. Les dernières slides sur la publication. Ah,